Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ici à la librairie Libertalia, qui est la librairie de la maison d'édition, mais qui est beaucoup plus que cela, vous le savez, si vous avez l'habitude de fréquenter ce lieu. On reçoit un ami et camarade de la première heure. Comme disait Taïluc, les camarades de la première heure sont toujours les meilleurs. C'était osé de faire une citation de La Souris déglinguée pour lancer alors qu'il y a une captation, mais tant pis, j'assume. Julien, bienvenue chez toi une nouvelle fois pour notre 5e livre, ensemble, Brève histoire des socialismes en France. Je vais le faire circuler et je voudrais quand même rappeler, Gilles qui vient de passer, ce qu'on a pu faire ensemble et ce que tu as pu faire. Alors si je ne me trompe pas, puisque tu es... Est-ce qu'il y a besoin de te présenter historien du mouvement social, historien indépendant du mouvement social. Je crois que Fernand Loriot, le fondateur oublié du Parti communiste, était dans ton premier livre. J'ai raison ou tort? C'est ça, c'est mon premier. Ensuite, il me semble, je suis en train de réviser en même temps, que tu as fait militant contre la guerre chez Spartacus. Ça devait être en 2014, non? 2014, pour sortir de la guerre. Le centenaire de la guerre, militant contre la guerre 14-18, à l'époque où tu participais à l'aventure de cette belle maison d'édition qui a en partie cessé ses activités, même si le fonds a été repris par Sileps. Je crois qu'avant de participer à un ouvrage sur Souvarine pour le passager clandestin, tu as fait avec nous un court moment révolutionnaire. C'est pas tout à fait l'ordre, mais allons-y. Alors c'est quoi l'ordre? C'est d'abord Volk Interne, D'accord. qui était un manuscrit inédit de Boris Souvarine que j'avais trouvé dans des archives. Donc Boris Souvarine, qui est un des fondateurs du Parti communiste en France, et en l'occurrence qui a été aussi un opposant à la Première Guerre mondiale, au sein du mouvement socialiste, et donc c'est ça qui m'intéressait à ce moment-là, puisque j'étais en train d'écrire un livre sur la création du Parti communiste en France, qui est paru plus tard chez Libertalia en 2017. Voilà. Donc ton premier livre avec nous, peut-être le plus... Volumineux, le plus dense, très beau, super bouquin, très sourcé. Ensuite, ensemble, on a fait Léo Frankel, c'était pour les 150 ans de la Commune, ouvrage qu'on vient de réimprimer, mais peu avant, chez Démopolis, tu avais fait Zimmerwald 1915. Alors je suis perdu dans ta chronologie. C'était pour le centenaire aussi en 2015, donc. Donc premier livre, Fernand Loriot, à l'Harmattan en 2012. Deuxième livre, Militant contre la guerre, 2014. c'est ça. Zimmerwald chez Démopolis, repris par Smolny, donc en 2015 puis 2024. C'est ça. Des livres avec Libertalia, notamment Le Frankel, un petit 10 questions sur le communisme, et puis ton best-seller incontestable, sous le pseudonyme de Rosa Luxembourg, Commencer à vivre vainement. Je blague, mais tu as fait toute la sélection de lettres et tu t'es occupé de tout l'appareil critique et ça donne un superbe petit ouvrage. Et Rosa Luxembourg, tu t'y es intéressé aussi pour Agon et Smolny, puisque tu avais participé à la publication de ses œuvres complètes il y a une dizaine d'années à peu près maintenant. Donc, ce bouquin, Brève histoire des socialismes en France, qu'on vient de publier dans notre collection Ceux d'en bas, nouveau format. Avant, c'était un grand format, on a opté pour un poche à rabat. Que raconte-t-il? Et puis, d'abord, j'ai dit que tu étais historien du mouvement social, mais d'où parles-tu, camarade? Puisque tu abordes la question des socialismes. Oui, moi je suis donc historien indépendant, comme on dit, donc c'est-à-dire que je suis pas à l'université, je fais ce que je veux quand je veux en fait, je choisis mes thèmes de recherche, je travaille comme j'ai envie et comme sur les sujets que je veux, voilà. Donc tant qu'il y a des éditeurs pour m'éditer, voilà, donc j'ai pas de contraintes extérieures dans le choix de mes sujets. Donc effectivement, à la fois je fais des livres donc, qui sont des recherches originales et en même temps quand je trouve des documents qui me paraissent mériter d'être publiés, donc voilà, je fais ce qu'on appelle de l'édition de source, enfin donc les lettres de Rosa Luxembourg, des lettres de Pierre Monade, des choses comme ça. Et donc les socialismes, en fait, j'ai un peu toujours travaillé dessus parce qu'ils sont là, ils sont un peu dans tous les livres. Alors tout dépend ce qu'on entend par le mot socialisme, c'est un des problèmes et c'est
une des raisons pour lesquelles j'ai voulu écrire le livre, en fait, c'est que veut dire le mot socialisme, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'un socialiste? Et en fait, suivant la période, suivant le pays, suivant l'endroit, suivant la personne à qui on parle, la réponse peut être totalement différente. En fait, c'est un mot qui ne veut plus dire grand-chose. C'est un mot détruit, alors comme le mot communisme, hein, du reste. Donc un mot détruit, c'est au sens de George Orwell, hein, dans la postface de 1984, il parle de la destruction des mots. Sous la forme d'une novlangue. Et donc la destruction d'un mot, c'est vider le mot de son sens, en fait, faire d'un mot qui avait un contenu précis, un contenu émancipateur, un contenu subversif, en faire un mot qui ne veut plus rien dire et qui signifie plus rien de précis. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur qu'est-ce que ça a été que le socialisme, qu'est-ce que ça voulait dire, d'où viennent les socialistes, donc en partant principalement du début de la Troisième République, donc la Première Internationale, 1864, la Commune de Paris, 1871, et en allant principalement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, même si en fait les dernières pages vont jusqu'à nos jours, mais plus brièvement, quoi. Je voulais revenir sur qu'est-ce que c'était que ce mouvement qui voulait changer la société. C'était ça, en fait. Le socialisme, à la base, c'était une société alternative à la société dans laquelle on vivait à l'époque, mais d'une certaine façon dans laquelle on vit toujours. C'est un peu ça l'essentiel. Donc, pour aller brièvement, parce que je pense que c'est plus intéressant si après on a un temps de discussion, un des événements fondateurs, mais très connu en France, qui est la Commune de Paris, qui reste toujours d'une certaine actualité. Hein. C'est drôle parce que quand j'ai fait un livre sur le centenaire de la création du Parti communiste, ça paraissait vraiment extrêmement vieux. Et après, pour les 150 ans de la Commune de Paris, ça paraissait beaucoup plus jeune, beaucoup plus récent et beaucoup plus vert d'une certaine façon. Donc ça reste actuel. Alors, la commune n'est pas à proprement parler socialiste, dans le sens où il n'y a pas que des socialistes dans la commune, même si les communards les plus connus sont socialistes, alors de façon très variée et très diverse, hein, mais de toute façon, les différents courants socialistes ne sont pas encore divisés au moment de la commune. La plupart militent encore dans l'international, donc l'Association internationale des travailleurs, Première internationale. Et la Commune de Paris, à mon avis, est importante à cette époque-là et dans les décennies qui viennent, parce qu'elle montre en pratique un pouvoir qui n'est pas personnifié. Donc la commune, elle procède à des élections, donc en mars 1871, dans tout Paris, des élections parfaitement démocratiques qui élisent un conseil de la commune, et ce conseil élit en son sein un exécutif qui est donc mandaté, qui est révocable, qui d'ailleurs va être modifié au cours de la commune, même si ça dure que quelques semaines, et donc qui montre une expérience démocratique avec un pouvoir non personnifié, donc avec un exercice collectif du pouvoir. Et en fait, il y a déjà une cohérence pour les socialistes, dans le sens où, dans leurs organisations, donc dans la Première Internationale, pareil, la Première Internationale en France n'a pas de chef, il y a une organisation collective, une rotation des tâches, bon, alors rotation parfois, des fois par la contrainte, puisqu'il y a des emprisonnements, des arrestations, etc., mais quand même, ça ne fonctionne pas sur une personne ou sur un petit groupe de personnes qui dirigerait tout. Et d'une certaine façon, ce fonctionnement démocratique qu'on retrouve au cours des décennies suivantes, il est à la fois la préfiguration de la société future, d'une future société démocratique, mais aussi une préparation. C'est-à-dire qu'en s'organisant collectivement et en militant collectivement de façon démocratique, auto-organisée, on se prépare déjà à gérer la société de l'avenir. Donc ça, c'est une des grandes idées du socialisme. Alors, comme le socialisme veut changer la société, à la fois sur le plan social, c'est-à-dire dans l'organisation du travail, donc il s'agit de mettre fin à l'organisation capitaliste du travail, avec un patron qui décide de ce qu'on fait sur le lieu de travail, dans l'atelier, dans l'entreprise, passer à une organisation collective, décider collectivement, donc avec le mot autogestion qui viendra que plus tard, mais c'est bien cette idée-là. Et d'un autre côté, une organisation de la société qui est plus démocratique, qui est transformée. Donc les socialistes se constituent aussi en luttant contre les monarchies, contre le Second Empire, donc contre Napoléon III. Donc ils constituent l'aile gauche, la pointe la plus avancée du mouvement républicain. Donc à l'époque, encore une fois, républicain, là aussi c'est subversif, hein, puisque c'est un mouvement qui va à l'encontre du pouvoir monarchique ou impérial. Donc c'est ça leur idée, c'est une république démocratique et sociale, avec déjà une dimension internationaliste, puisqu'ils parlent déjà, à la fin du XIXe siècle, d'une république démocratique et sociale universelle.
Donc des dimensions internationalistes qu'on retrouve évidemment dans la Commune de Paris, puisque donc Léo Frankel, qui est hongrois, est élu par les Parisiens et son élection est validée. Et donc c'est un acte d'internationalisme déjà, de dire que peu importe la nationalité, l'important c'est d'être élu. Donc voilà, donc ce caractère subversif en fait de la Commune et du socialisme en général est un des éléments déclencheurs de la violente répression de la Commune. Et derrière cette répression donc, qui fait des milliers de morts, il y a vraiment l'idée d'en finir avec le socialisme, d'en finir avec les socialistes, littéralement. Donc c'est aussi ça le but de cette répression extrêmement violente. Mais bon, ça ne marche pas, comme on sait, puisque au fil des années, le mouvement socialiste se reconstitue. Ensuite, il y a l'amnistie des communards en 1880, donc ils reviennent soit de Nouvelle-Calédonie pour ceux qui ont été déportés là-bas, soit d'exil pour ceux qui sont exilés, notamment en Grande-Bretagne, en Suisse, en Belgique, etc. Et donc là, se reforme un mouvement socialiste à partir des années 1880. Mais comme ce sont des socialistes, eh ben, ils scissionnent, ils se divisent, et voilà, donc il y a plusieurs partis qui se forment. Et dans les années 1890, on a comme ça plusieurs partis ouvriers socialistes. Alors je peux peut-être les présenter, mais très brièvement. On a par exemple le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire, qui est notamment formé autour de Jean Alman, qui était lui-même communard déporté en Nouvelle-Calédonie. Le Parti ouvrier autour de Jules Guesde et Paul Lafargue. Paul Lafargue, donc, qui est surtout connu pour sa brochure Le droit à la paresse, mais qui est un militant socialiste, bon, qui est aussi le gendre de Karl Marx, et qui est un socialiste militant très très engagé, donc au Parti ouvrier. On a la Fédération des travailleurs socialistes de France, autour de Paul Brousse. On a aussi le mouvement blanquiste, donc issu du courant d'Auguste Blanqui, qui est notamment porté par Édouard Vaillant, lui aussi élu de la Commune. Donc qui s'appelle Comité révolutionnaire central, puis Parti socialiste révolutionnaire. Et il y a aussi des socialistes indépendants. Alors les socialistes indépendants, ça peut être vraiment très variable. Bon, il y a notamment Jean Jaurès, qui est un député socialiste, qui est le socialiste le plus connu encore de cette époque-là de nos jours, qui est un socialiste indépendant. Et bon, tous ces socialistes sont divisés, mais militent quand même un peu ensemble, se connaissent, se fréquentent à la base, écrivent des fois dans les mêmes journaux, font partie des mêmes syndicats, puisque les socialistes participent à la création de la CGT en 1895. Donc voilà, ils militent dans les mêmes syndicats, dans les mêmes coopératives de consommation, donc ils se fréquentent, et surtout ils font partie de la même internationale, puisqu'en 1889 est créée la deuxième internationale, l'internationale socialiste, elle est créée à Paris pour le centenaire de la Révolution, le 14 juillet 1889. Et donc, tous ces socialistes sont membres de la même internationale. Donc, malgré tout, même s'ils sont divisés, ils se connaissent et ils partagent un certain nombre d'éléments fondamentaux. Notamment, ils reconnaissent le principe de la lutte de classe, donc de se battre en tant que travailleur contre le patronat, de se battre donc pour un régime plus démocratique. Donc, les socialistes sont, par exemple, pour l'abolition du poste de président de la République, pour l'abolition du Sénat, puisqu'il est, élu au suffrage indirect. Voilà, donc ils sont très présents dans les luttes sociales, ils soutiennent les grèves, etc. Mais ils ne sont pas si nombreux que ça, parce qu'être socialiste à l'époque, c'est risquer la prison, c'est risquer le licenciement. Donc voilà, ça reste un mouvement qui est... c'est dangereux d'être socialiste, en fait, tout simplement. Donc bon, ils se rendent bien compte que cette division est quand même problématique, donc ils vont essayer de s'unifier, mais c'est pas si simple. Ils vont quand même y arriver en 1905, en créant un parti socialiste qui prend le nom de Section française de l'Internationale ouvrière, donc SFIO, où on retrouve vraiment tous les socialistes. Et là, on est dans ta période préférée, quasiment. C'est ça, ma période préférée, c'est ça. C'est l'unification de 1905 jusqu'à 1914, où tous les socialistes sont ensemble. Et en fait, avec l'idée qu'en fait, tous les courants de gauche et d'extrême gauche, même aujourd'hui, viennent de ce parti-là, de ce parti unifié, qui a existé de 1905 jusqu'à 1920. En réalité, il scissionne en 1920, mais bon, déjà avec la Première Guerre mondiale, il y a de gros désaccords. Et est-ce qu'on peut résumer ta thèse en disant d'une certaine façon, il faut revenir à ce parti socialiste uni, ou c'est caricatural ? C'est de là que tout vient, en fait. C'est-à-dire que tous les courants antérieurs qui se disent socialistes ou qui se disent communistes
vont tous, mais c'est la même chose en fait à l'époque, vont tous dans ce parti unifié en 1905, et ensuite à partir de 1920, tout le monde va en partir, mais tout le monde vient de là. Les libertaires peut-être. Alors les libertaires, effectivement, font bande à part, même s'il peut y en avoir qui font un passage à la SFIO, voire même au Parti communiste assez rapidement. Il y a aussi les écologistes qui formellement ne sont pas une scission socialiste, même si parmi les premiers écologistes dans les années 70, il y a en fait d'anciens militants socialistes. René Dumont, premier candidat écologiste, était à la SFIO, enfin avait été à la SFIO. Brice Lalonde, qui a joué un rôle important, était au Parti socialiste unifié, le PSU. Certains venaient de l'extrême gauche. Voilà, donc mais on peut prendre à la fois le Parti socialiste d'aujourd'hui, le Parti communiste, Génération, enfin on pourrait citer tous les partis, même un groupuscule trotskiste où ils sont 5, ils viennent d'une certaine façon de la SFIO. Donc c'était intéressant de voir comment est-ce qu'ils concevaient la politique. Donc il y avait une conception, en tout cas une volonté très démocratique, c'est-à-dire de vraiment faire en sorte que ce soit les adhérents qui conçoivent l'orientation du parti et que des adhérents, ça remonte progressivement et qu'il y ait des mandatés. Donc voilà, les sections mandatent des gens au niveau départemental, les fédérations départementales mandatent des gens au niveau national, et au niveau national, on mandate au niveau international, puisque donc ce parti prend part au congrès socialistes internationaux, où il retrouve par exemple Rosa Luxembourg, entre autres. Là, raconte-nous donc l'unité 1905-1914, c'est quoi? C'est le grand moment. Mais pourquoi c'est le grand moment? Alors, parce que déjà, les partis qui sont divisés avant, c'est des petits partis à notre échelle aujourd'hui, c'est des partis de quelques milliers d'adhérents, pas plus. Et ils sentent bien qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle, et que ce nouveau souffle va arriver par l'unité. Et effectivement, l'unité apporte un nouveau souffle. C'est-à-dire que vraiment, on va passer assez rapidement de 30 000 adhérents socialistes dans toute la France à 70 000, 80 000 en moins de 10 ans. Tout augmente en fait, le nombre de mairies socialistes augmente, les suffrages augmentent, le nombre de députés augmente, le nombre de journaux. On a un moment donc évidemment le grand journal socialiste de l'époque, c'est l'Humanité, fondé par Jean Jaurès, mais il y a aussi un hebdomadaire qui s'appelle Le Socialiste, il y a des revues ou des journaux de courant, il y a aussi des journaux départementaux, il y a plus de 70 journaux départementaux avant 1914. Donc c'est massif, à une époque où il faut bien le voir, c'est que les journaux les plus lus, c'est les journaux locaux, c'est la presse locale dans les départements. Alors je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, mais sauf que le journal n'est plus le seul moyen de s'informer, donc il y a eu une nationalisation de l'information par la radio, puis par la télé, puis maintenant par Internet. Mais à l'époque, il y a vraiment un caractère local de l'information, donc les socialistes localement, ils ont besoin de ces journaux-là pour la lutte politique locale, la lutte politique contre les patrons locaux, contre le maire, contre le député, qui est souvent la même personne, c'est soit un député-maire qui est patron, donc voilà. Donc c'est une lutte locale, mais c'est aussi un parti qui prend position sur les grandes questions de l'époque. Donc évidemment, à l'époque, la France est une des grandes puissances coloniales dans le monde. Donc la question coloniale, c'est une vraie question. Alors, les socialistes ne sont pas forcément tous d'accord, enfin même ils ne sont forcément pas d'accord, je dirais, sur cette question-là, mais il y a quand même des socialistes qui ont des idées vraiment très avancées dans la dénonciation du colonialisme, avec des textes très actuels en fait, c'est pas que le colonialisme, c'est aussi la pensée colonialiste, avec notamment le racisme, qui justifie le fait qu'on va déshumaniser des populations et les considérer comme inférieures, etc. Mais ça ne fait pas l'unanimité, mais bon, il y a quand même des réflexions, je trouve, qui méritent d'être sorties, parce que ça mérite d'être dit qu'il y a 120 ans, il y avait des socialistes qui ont dit clairement les choses sur ce qu'était le colonialisme à cette époque-là, même si après on a vu des socialistes qui ont été beaucoup moins clairs dans les décennies suivantes, mais ça existait. Sur la question de l'impérialisme, par exemple, qui est déjà un mot employé à la fin du 19e siècle par les socialistes, et puis développé dans les années suivantes, donc ils voient bien qu'il y a un danger d'une guerre européenne qui pourrait dégénérer en guerre mondiale, et ça ils le voient bien, ils militent contre la possibilité qu'il y ait une guerre qui ferait des millions de morts, une guerre qui durerait des années. En fait, ils décrivent la Première Guerre mondiale à l'avance, pour certains d'entre eux en tout cas, mais voilà. Alors c'est aussi parce que il y a aussi des idées maintenant qu'on entend où on est très critique sur le mouvement ouvrier d'une certaine époque, en disant qu'il était aveugle à un certain nombre de questions, et notamment à la question féministe. Alors, c'est pas totalement faux, mais il faut nuancer quand même.
Évidemment, la société française d'avant 1914 est une société très misogyne, très patriarcale, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc le mouvement ouvrier est aussi imprégné par cette idéologie dominante. Néanmoins, alors d'une part, il y a un mouvement féministe à l'époque. Ce mouvement féministe, alors il est varié, diversifié comme aujourd'hui, hein, mais les militantes les plus radicales, souvent sont socialistes. Alors certaines sont anarchistes, certaines sont syndicalistes, on peut aussi être les trois à la fois. Et donc elles sont à la fois féministes et socialistes, et donc elles apportent le socialisme dans le féminisme, mais elles apportent aussi le féminisme dans le socialisme. Et donc il y a notamment des candidatures illégales, aux élections législatives notamment, aux élections municipales aussi, donc des militantes qui se présentent. Elles peuvent avoir l'investiture du Parti socialiste, hein, donc je reproduis dans le livre une affiche de campagne de Caroline Kaufmann, alors totalement oubliée aujourd'hui, mais qui est une militante féministe importante de l'époque, militante socialiste, et qui se présente avec l'investiture de la SFIO, donc elle est la candidate officielle du parti aux législatives à Paris, donc c'est cette affiche-là, pour la citoyenne Kaufmann, donc en 1910, et il faut bien voir ce que ça représente, c'est-à-dire que le Parti socialiste, dans une circonscription, édite des affiches, des tracts, des bulletins de vote, fait des réunions publiques, où c'est donc la candidate Caroline Kaufmann qui prend la parole, tout ça pour avoir, au bout du compte, de façon certaine, 0% des voix. Parce que toutes les candidatures, tous les bulletins de vote pour des femmes sont comptés comme bulletins nuls. Donc c'est un engagement quand même assez important. Il y a aussi des militantes qui se présentent en dehors des partis, hein, qui se présentent comme candidates féministes uniquement. Caroline Kaufmann se présente comme candidate socialiste et féministe. Il y a aussi Madeleine Pelletier, qui est maintenant un peu plus connue, qui commence à être un peu retrouvée, notamment par des historiennes féministes, comme Christine Barr, par exemple. Et elle est membre du Parti socialiste, elle est candidate aussi illégale. Et il y a quand même une réflexion qui est très avancée pour l'époque, chez certaines militantes, et même chez certains militants. Je cite notamment un médecin socialiste de Toulouse qui défend le droit à l'avortement en 1911. Madeleine Pelletier fait une brochure pour le droit à l'avortement aussi à la même époque. Et puis, là aussi, quand on ne s'intéresse pas uniquement au niveau national, alors évidemment, si on regarde Jaurès, Gued, etc., ils ne sont pas extraordinairement féministes. Mais quand on regarde au niveau local, il y a des affaires locales qui permettent aux socialistes de saisir des questions et de prendre des positions très très avant-gardistes. Par exemple, dans le sud-ouest, il y a un moment, il y a un procès de femmes qui ont avorté. Et donc, voilà, ça, c'est une affaire qui fait du bruit localement. Et donc, la Fédération socialiste locale prend position, fait une affiche où elle demande l'acquittement des femmes accusées et elle demande le droit à l'avortement. Mais, alors, c'est une prise de position qui trouve des échos dans les départements d'à côté. Les socialistes des départements à côté disent bravo, on est d'accord, ils approuvent. Ça trouve évidemment un écho dans la presse conservatrice locale, hein, qui dit scandale, ces socialistes alors vraiment ils veulent détruire la société. Mais par contre au niveau national ça n'apparaît pas, parce que ça reste des choses locales, mais qu'il faut retrouver aussi. Et pareil dans la presse socialiste locale, j'ai retrouvé comme ça des militantes qui signent parfois d'un prénom, d'un pseudonyme, d'initiales, mais qui prennent position et qui disent des choses très très contemporaines, enfin très avant-gardistes de ce point de vue-là. Donc c'est intéressant de retrouver ça, tout en remettant dans le contexte et en voyant bien que certains hommes socialistes et certains députés socialistes en particulier ont l'habitude de faire de la politique uniquement entre hommes, et finalement ces militantes, ils s'en fichent un peu. Donc faut toujours nuancer sur ces questions-là. Voilà, mais bon, il y a quand même des choses très intéressantes dans ce parti, même s'il n'y a pas d'unanimité. C'est un parti où on débat, on discute. Hein, dans l'Humanité, on peut avoir un éditorial qui dit le contraire de l'éditorial de la veille. Quand il y a des débats, il y a toutes les positions qui sont exprimées, qui sont publiées. Quand dans un congrès, il y a une motion qui est votée et l'autre qui n'est pas votée, on publie les deux. On publie les deux à côté pour que les militants, les sympathisants puissent lire les différentes prises de position et on leur fait confiance en fait. Ils vont se déterminer comme ça en voyant les débats. Donc voilà, c'est un parti où il y avait des choses intéressantes, il y a aussi des limites. Il y a progressivement le groupe parlementaire, donc les députés qui prennent de plus en plus d'importance et donc ça met un peu à mal le fonctionnement très démocratique du parti. Tu parles de crispation chez les militants de base et une certaine notabilisation. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'au des élus, oui. Dès cette époque. Voilà, parce qu'en fait, au départ, comment on définit qui va être candidat ? La section
elle est constituée d'ouvriers, d'employés, d'enseignants. On a l'habitude de se réunir, de discuter de différents sujets politiques. Voilà, on définit une orientation. Et quand il y a une élection, on décide de qui est candidat comme ça, localement, à la majorité. Et donc les candidats, ça peut être souvent des ouvriers, etc. Sauf qu'au bout d'un moment, les élus vont être renouvelés un peu systématiquement. Et on se retrouve avec une couche d'élus un peu spécialisés qui, du coup, est un peu éloignée de la base, disons. Et ça se trouve assez vite, en fait, ce hiatus un peu. Et ça crée un premier problème. Après, à mon avis, la rupture fondamentale, c'est la Première Guerre mondiale. Donc, ce parti qui avait lutté contre la menace de guerre, qui avait diffusé des manifestes en commun avec les socialistes espagnols, avec les socialistes allemands contre la guerre, avec l'Internationale, etc. Finalement, en août 14, quand la guerre arrive, d'un seul coup, la majorité s'y rallie. Ils reconnaissent plus la guerre impérialiste qu'ils avaient dénoncée dans les années précédentes. Ils ont l'impression qu'il faut défendre la nation. Voilà. Donc, là, c'est une rupture fondamentale. Et les militants qui continuent à défendre l'orientation internationaliste, anti-impérialiste d'avant 14, sont minoritaires. Et donc, ça, c'est une question que j'ai explorée dans d'autres livres, mais c'est ce qui va aboutir à une scission dans le parti, et qui aboutira en 1920 avec la création du Parti communiste, même si le Parti communiste va très vite se débarrasser, en fait, de ses précurseurs, de ceux qui avaient été les fers de lance du mouvement socialiste contre la guerre. Mais voilà, cette scission va arriver, et là on va avoir effectivement quelque chose de différent, avec un parti socialiste qui va se reconstituer à partir de début de l'année 1921 autour de son réseau d'élus, en fait. Et donc là, le changement, il est à la fois politique et il est à la fois dans la façon de faire de la politique au quotidien. Donc les sections vont se réunir moins souvent, elles vont éventuellement avoir à se prononcer sur des textes qui sont envoyés depuis la direction, depuis Paris, alors qu'avant, c'est elles vraiment qui définissaient l'orientation. Et donc voilà, il y a des transformations. Alors il y a quand même des hauts et des bas. Il y a quand même une période fondamentale qu'est le Front populaire, où là les frères ennemis, Parti socialiste, Parti communiste, vont faire l'unité malgré tout avec le Parti radical et avec d'autres organisations pour lutter contre la menace d'une dictature d'extrême droite en France ou d'une dictature fasciste. Et donc ils vont arriver malgré tout, à remporter des élections. Il va y avoir une grève générale, comme on le sait, spontanée, qui va permettre d'obtenir des avancées importantes, réduction du temps de travail, congés payés, etc. Et donc ça reste une date importante, mais parce qu'il y a les deux. Il y a à la fois l'aspect politique, la victoire électorale, mais il y a l'aspect social. C'est-à-dire ces grèves auto-organisées, avec occupation, qui répondent à aucun mot d'ordre, en fait. Ces grèves, elles viennent comme ça. Et c'est cette pression des grèves qui permettent d'obtenir des choses qui vont très largement au-delà du programme du Front populaire. Dans le programme du Front populaire, il n'y avait pas les congés payés, par exemple. C'était dans le programme de la CGT. Mais voilà, donc ça permet d'obtenir des choses. Et on voit là, en fait, en renouant avec l'origine du mouvement socialiste, qui était un mouvement à la fois politique et social. Donc vraiment changer la société, changer l'organisation politique, mais aussi changer l'organisation du travail, changer la vie concrète, en fait, des ouvriers, des travailleurs, des classes populaires. Donc, je ne sais pas jusqu'à où je vais. Après, il y a évidemment la période de la Deuxième Guerre mondiale, alors qui est à la fois une période terrible, mais en même temps dans laquelle, dans la résistance, se développe une orientation vers le socialisme, puisqu'évidemment le régime de Vichy a une dimension de revanche contre le Front populaire. Le Front populaire est accusé de tous les maux. Il faut remettre la France au travail, etc. Donc, en réaction, la résistance reprend en fait cette dynamique du Front populaire. Il y a une très grande partie des résistants qui viennent soit de la CGT, soit d'autres organisations syndicales, soit des différents partis du Front populaire. Et donc, à la Libération, il y a le programme du Conseil national de la résistance, qui est vraiment d'esprit Front populaire, et qui a une dimension socialiste. Et beaucoup de résistants qui n'étaient pas socialistes avant 40 se déclarent socialistes en 44 d'une façon ou d'une autre. Alors ça n'a pas forcément duré, mais en tout cas, à ce moment-là, il y a
une possibilité de quelque chose, mais qui ne va pas aboutir réellement, puisqu'on va avoir une remise en ordre en fait, de l'État, d'un État centralisé autour plutôt de la France libre, c'est-à-dire du mouvement gaulliste, que des mouvements à proprement parler résistants de l'intérieur. Voilà. Donc à ce moment-là, le Parti socialiste et le Parti communiste ont une majorité absolue de députés, mais finalement ils en font un peu rien, puisque déjà ils sont trop divisés, ensuite arrive la guerre froide qui les divise encore plus, et donc ces partis finalement ont cessé d'être en faveur d'une socialisation des entreprises, ils sont éventuellement pour la nationalisation, mais donc plutôt pour une étatisation ou pour une économie mixte, et donc le côté auto-émancipateur du socialisme s'est un petit peu perdu en route. Et donc voilà, on arrive déjà à des partis bureaucratiques. Toi, tu le dates de ce moment-là, l'après-guerre, l'occasion manquée. Moi je dirais que oui, la dernière occasion, c'est 44, je pense. Alors après, on peut dire qu'il y a mai 68, mais mai 68 n'a pas abattu le pouvoir. Disons qu'en 44, il y a effectivement une vacance du pouvoir. Il y a un moment où effectivement, il n'y a plus les maires pétainistes sont plus là, donc il faut reconstruire quelque chose. Donc on a des comités locaux de libération, comités départementaux de libération, commissaires de la République, etc. Et là, il y a un nouveau pouvoir. Mais alors il y a des avancées sociales quand même avec la Deuxième Guerre mondiale, il y a des avancées avec le programme du Conseil national de la résistance, mais le fait que le Parti socialiste et le Parti communiste soient déjà des partis qui sont très hiérarchisés, donc qui considèrent que le pouvoir ça s'exerce de cette façon-là, finalement c'est ce pouvoir-là qui est mis en place à la Libération. C'est un pouvoir très hiérarchisé, comme l'était la Troisième République. Finalement, la Quatrième République va être assez proche de ce qu'était la Troisième. Et par la suite, les socialistes vont abandonner même la revendication historique de suppression du poste du président de la République, et on va même avoir un président de la République qui a encore plus de pouvoir avec la Cinquième République, ce qui va entraîner une scission. La guerre d'Algérie entraîne aussi la scission, mais voilà, donc c'est un parti qui va se diviser finalement sur les éléments qui n'avaient pas été tranchés, sur des divisions qui étaient déjà là avant 1914, la question de la démocratie dans le pays, la question de l'anticolonialisme. Et donc finalement, ces débats non tranchés trouvent leur aboutissement avec des scissions et des affaiblissements et des abandons finalement des revendications historiques du mouvement socialiste. Et aujourd'hui, tu parles d'effondrement. Oui, il y a un effondrement. Alors, il y a un effondrement qui est double, en fait. Il y a un effondrement quand les organisations qui se disent socialistes cessent d'être pour le socialisme, c'est-à-dire comme mode de production qui s'organiserait par l'auto-organisation, la propriété sociale des lieux de travail, des entreprises, etc. Et quand on a des partis qui sont en fait pour une réforme du capitalisme. Des partis altercapitalistes, d'une certaine façon. Donc c'est déjà un abandon. Et ensuite, l'effondrement, il est dans le fait que le nombre d'adhérents des organisations, alors de tous les partis, il n'y a plus aucun parti en France qui a un nombre d'adhérents important. Mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus de partis en France où il y a réellement un fonctionnement démocratique. C'est-à-dire où il y a chaque semaine, la section d'arrondissement, de ville, de village se réunit et discute et décide. Et ça, à partir du moment où c'est fini, à quoi bon adhérer à une organisation ? Adhérer à un parti, ça devient distribuer des tracts lors des élections, et c'est tout. Alors peut-être à Montreuil c'est différent parce que c'est un microclimat, mais en tout cas moi là où je suis, je n'ai de tracts politiques que lorsqu'il y a des élections. Et je marche beaucoup dans Paris, il y a quand même des locaux politiques, ça existe encore, ils sont jamais ouverts, absolument jamais. Alors des fois on voit de la lumière, mais c'est fermé. C'est-à-dire, ils se réunissent entre eux, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais voilà, c'est absolument jamais ouvert. Et vous voyez jamais une table d'un parti où on vient discuter des sujets du moment, où on va échanger sur l'actualité, c'est telle réforme qui est présentée, la lutte contre tel gouvernement, etc. Donc j'écrivais le livre pendant la réforme, la lutte contre la réforme des retraites, c'était en 2023.
2023 maintenant. Bon, il y avait au moins une manif par semaine, il y avait des grèves, il y avait quand même des choses qui se passaient. Alors on voyait des fois des partis avec des autocollants et des drapeaux, mais ils apportaient strictement rien. Ils faisaient strictement rien par rapport... Alors éventuellement, ils étaient là pour récupérer, pour essayer de faire des adhérents, des choses comme ça, mais ils n'apportaient rien au mouvement. Alors aussi parce que c'est des groupuscules en termes d'adhérents. Quand on regarde même une organisation syndicale qui n'a pas énormément d'adhérents, je sais pas, disons Force Ouvrière par exemple, a plus d'adhérents que Force Ouvrière que tous les partis politiques en France. Donc si on ajoute la CGT, la CFDT, Solidaire, etc., évidemment ça n'a strictement rien à voir. Donc il n'y a plus vraiment d'organisation politique, mais aussi parce qu'elles se sont auto-suicidées en abandonnant leur programme émancipateur, en abandonnant leur fonctionnement démocratique. Et finalement, quand on se retrouve, donc comme il y a eu, donc il y a un peu moins d'un an, ces élections un peu surprises avec la menace d'une victoire de l'extrême droite et donc d'une arrivée de l'extrême droite au pouvoir, et on se retrouve avec un peu quel espoir on peut avoir, et finalement il y a un regroupement de partis auxquels même ceux qui votent, donc le nouveau Front Populaire, même ceux qui votent pour ces organisations-là leur font même pas confiance. C'est-à-dire que le soir où l'accord a été signé, il y avait notamment des jeunes qui manifestaient autour du lieu où ils se réunissaient, et le slogan c'était « Ne nous trahissez pas ». Ce qui est quand même, voilà, enfin, on voit qu'il y a alors en même temps c'est lucide, hein, c'est bien de pas avoir une confiance aveugle, mais ça montre quand même et d'ailleurs ça n'a pas suscité une dynamique d'adhésion, même si voilà, il y a eu quand même un mouvement, il y a eu quelque chose, mais voilà, donc à mon avis il y a alors je dis pas que le Parti socialiste tel qu'il était avant 1914 était parfait, je dis pas qu'il faut tout refaire de la même façon, que un siècle est passé et voilà. Mais c'est intéressant de regarder ça, et pas forcément pour recréer une organisation qui porte le nom de socialiste. Peut-être que le mot socialisme va disparaître dans les décennies qui viennent, ou peut-être qu'il survivra dans le mot écosocialisme, c'est possible, mais il faudrait que ce soit un mot qui soit défini, qui suscite un enthousiasme. À l'heure actuelle, il est employé par différentes personnes, mais de façon un peu contradictoire, donc voilà. Donc voilà, je dis pas qu'il faut refaire ça, mais en tout cas, je pense que quelle que soit l'orientation qu'on ait aujourd'hui, c'est intéressant de voir ce qu'était ce parti, comment il s'organisait, et qu'est-ce qu'on peut en retenir, et qu'est-ce qu'on peut en retenir en négatif, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, quels exemples de choses qui pouvaient être intéressantes, de choses qu'il faut éviter. Voilà, donc je pense que c'est intéressant de se replonger là-dedans à un moment où on est avec un champ politique à gauche qui est un champ de ruines, d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a pu avoir et qu'est-ce qu'il y a pu avoir de solide et qu'est-ce qu'il y a pu avoir de fragile et qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à la situation d'effondrement en fait. C'est-à-dire, je pense que pour rebondir, il faut faire un bilan lucide de la situation dans laquelle on est et de comment on y est arrivé. Et par quels abandons c'est passé, par quelle rupture c'est passé, par quel choix, à un moment, voilà, dans la vie, il y a des bifurcations possibles, il y a des voies différentes, quelles voies ont été prises, quelles voies ont été abandonnées. Et donc voilà, donc c'est, quelle que soit la voie qu'on choisisse, je pense que c'est important d'essayer de se replonger là-dedans. Et alors pour la couverture, donc Bruno qui fait les couvertures de Libertalia a choisi de reprendre ce logo des 3 flèches, donc que j'explique, je suis pas sûr que tout le monde connaisse ce logo des 3 flèches. Alors c'était un logo qui a été le logo du Parti socialiste SFIO des années 30 jusqu'aux années 60, mais à la base c'est un truc qui est venu spontanément d'antifascistes allemands. C'était en fait pour recouvrir les croix gammées. C'est-à-dire que les croix gammées qui étaient sur les murs, pour les recouvrir, on faisait 3 flèches comme ça pour battre la croix gammée, pour l'effacer d'une certaine façon. Et ça avait été repris par les socialistes en Allemagne, et ça s'est diffusé alors à la fois comme logo socialiste et comme logo antifasciste. Donc aujourd'hui, ça peut être utilisé par des organisations antifascistes qui se revendiquent pas du tout du socialisme d'ailleurs, mais légitimement. Enfin, je veux dire, c'est un logo antifasciste à la base, mais qui a été effectivement employé par les socialistes. Et donc, comme on est dans une perspective où il y a différents pays qui plongent dans une forme de néofascisme ou de dictature d'extrême droite à l'heure actuelle,
et qu'il est possible que la France... donc quand je l'écrivais, ça aurait pu être une possibilité que le livre paraisse sous un pouvoir d'extrême droite. Il se trouve que là, bon, c'est pas le cas à l'heure actuelle, mais peut-être le prochain, enfin on verra. Mais donc voilà, c'est pas inéluctable, c'est une probabilité maintenant importante. C'est une menace évidemment très grave. Enfin, on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement. Et je pense qu'on était quand même nombreux il y a 6 mois à pas supposer que ça allait être aussi rapide et aussi violent. Et même aux États-Unis, je crois qu'ils sont nombreux à être quand même surpris de... Mais ça s'entretient aussi, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait les États-Unis, ça conforte aussi et ça incite d'autres mouvements d'extrême droite et d'autres dirigeants d'extrême droite à aller plus loin et plus fort. Et on le voit en France actuellement, hein, sur la destruction d'un certain nombre de services publics, de choses comme ça. C'est quand même... l'exemple de Trump joue un rôle important. Et donc, voilà, quand il y a eu des menaces de coups d'État d'extrême droite ou de prise de pouvoir par l'extrême droite en France, que ce soit à la fin des années 1890, au moment de l'affaire Dreyfus, que ce soit dans les années 30, on a eu des mouvements politiques de gauche, d'extrême gauche, qui ont su, malgré tout, s'unir autour de revendications essentielles, c'est-à-dire avec l'idée que c'est pas être antifasciste, c'est pas seulement être contre, c'est être aussi proposer quelque chose d'autre. C'est-à-dire c'est pas la défense du statu quo, c'est la défense du progrès social, c'est la défense d'un projet d'émancipation alternatif. George Orwell dit ça, je crois que c'est dans Hommage à la Catalogne, où il dit c'est très bien d'être antifasciste, mais ça suffit pas, ça suffit jamais. Il faut toujours proposer autre chose. Être antifasciste, c'est être activement pour un autre projet de société. Ça peut pas être la défense de la société telle qu'elle est à l'heure actuelle. Donc voilà, je pense que se replonger dans ce qu'ont pu être les tentatives des générations antérieures, ça peut être utile, voilà, en gardant toujours à l'esprit que on ne trouvera pas un modèle parfait à reproduire de la même façon, et tous les courants politiques qui pensent et qui disent qu'ils ont la recette miracle, soit nous trompent, soit se trompent, à mon avis. Personne ne les croit, oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'adhérents aux organisations politiques. C'est aussi ça. Mais c'est aussi retrouver une confiance, en fait. Il y avait une confiance dans les capacités de tout le monde, hein, des travailleuses, des travailleurs, de s'organiser collectivement et de définir comment on peut organiser mieux la société, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Julien. À vous. Donc, si vous avez des remarques, des questions. Sur la couve, tu as oublié le drapeau rouge quand même. Mais les on dirait une cocotte en papier. On dirait une cocotte en papier, c'est bien. C'est exprès, j'imagine. Ou c'est un bonnet aussi. Un bonnet plutôt, mais... Ça peut être le bonnet phrygien, ça peut être le drapeau rouge. Nous, on a une certaine tendresse pour l'aile gauche de la SFIO dans les années 30, ce qui explique ces 3 flèches qu'on retrouve régulièrement sur nos couvertures. Pas d'intervention, pas de question. Si, moi j'ai une question. Quand tu dis là qu'il y a la création de la SFIO, ils sont critiques de la forme partidaire au départ ou pas? C'est-à-dire, ou est-ce que ils se disent bon, les partis finalement ça va être bien, tu vois, parce que tu parles de l'auto-organisation, de la façon dont finalement ils vont créer des sortes de communs, quoi. On va y aller voilà, au fur et à mesure avec le mouvement social, etc. Mais est-ce que cette forme parti, elle pose question d'emblée? Alors je dirais que non, parce que eux ils voient le parti comme une forme d'auto-organisation d'une certaine façon, parce que c'est des partis qui portent le nom d'ouvriers, donc avec des journaux qui portent des noms comme Le Prolétaire, des choses comme ça. Donc ils ont l'impression que c'est quelque chose, d'ailleurs c'est vrai, ils ont construit eux-mêmes ce parti, et que finalement il va rester proche d'eux. Enfin, et puis c'est aussi des partis qui sont liés au mouvement ouvrier de façon plus générale. Hein, c'est-à-dire que c'est des militants qui sont aussi dans les syndicats, etc. Donc, ils n'ont pas l'impression que le parti va tout seul apporter l'émancipation, mais qu'il fait partie de quelque chose de plus vaste qui va participer à l'auto-organisation. L'idée, effectivement, que le parti, mais ça, c'est les partis bureaucratisés, vont se séparer de la base, etc., ça vient plus tard. À ce moment-là, il n'y a pas encore vraiment cette idée-là. Oui, ils ont la conviction que c'est leur parti, qui leur appartient, qu'ils ont construit, et c'est un parti contre la société telle qu'elle est.
Ouais. Mais est-ce que ça sous-entend qu'ils présentent des candidats ouvriers à l'époque ? Alors ça, c'est un vrai problème, parce que en théorie, oui, et en pratique, ça dépend. C'est-à-dire qu'en théorie, les partis ouvriers présentent des ouvriers, mais en pratique, on se rend compte que des enseignants, des avocats, ils parlent bien, et y compris les sections et les fédérations ouvrières demandent progressivement de plus en plus ces orateurs, qui vont commencer à être connus par la suite. On veut avoir Jaurès, parce qu'on sait que Jaurès, il va arriver, il va improviser un discours de 2 heures et que tout le monde va être content. Et il crée un enthousiasme. Alors qu'un ouvrier, il parle de son vécu, mais il sait pas forcément. Alors il y a des ouvriers qui parlent bien par ailleurs, ou qui vont écrire des brochures ou des choses comme ça existe. Mais soit ils vont se spécialiser, c'est-à-dire qu'on va avoir des ouvriers qui vont devenir des élus à temps plein, qui vont devenir maires, députés, etc., et qui finalement sont plus ouvriers, ils sont élus. Et c'est eux qu'on va présenter massivement, c'est eux qu'on va inviter, c'est eux dont on va diffuser les brochures. Et donc progressivement, ça va un peu diminuer la proportion de candidats ouvriers. Et après, c'est simplement les adhérents qui vont diminuer. Enfin, Mais du coup, tout vient de là aussi. Enfin, le fait qu'après ce soit finalement des bourgeois qui représentent les partis. Oui, alors... Il y a une différence vraiment entre la base et les élus. Et en fait, voilà. Tout 1914 on connaît la suite, et leur ralliement à la guerre. Alors, c'est vrai en partie, mais il y a aussi des gens qui viennent de milieux ouvriers. C'est-à-dire que, en Allemagne, il y a un exemple très connu, c'est Friedrich Ebert, qui a été le premier président de la République, qui est en partie responsable de l'assassinat de Rosa Luxembourg. C'est un vrai ouvrier. C'est-à-dire, c'est un ouvrier, il est socialiste, syndicaliste, et puis il va monter progressivement comme ça. Il devient permanent syndical, puis permanent du parti, et finalement, à la fin, c'est le chef de la bureaucratie. Alors, effectivement, il vient du milieu ouvrier, mais c'est pareil en France avec Maurice Thorez, qui dirigeait la bureaucratie du PC. À la base, il est effectivement ouvrier mineur. Il a effectivement bossé à la mine, mais progressivement, il devient le porte-parole de cette couche de professionnels de la politique, de permanents, qui font plus que ça. Donc finalement, le fait qu'ils aient été ouvriers avant, ou avocats, ou enseignants, au bout d'un moment, ça joue plus tellement de rôle majeur, quoi. On a vraiment une couche de spécialistes. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui font tout, quoi. En juin dernier, là, au moment du coup des législatives, de la dissolution des nouvelles législatives et de ce fameux nouveau Front populaire, moi j'avais lu sur Lutte ouvrière qui avait publié une ancienne lettre un discours de Léon Blum qui va prononcer à Riom en 1942, puisque devant une cour d'un procès voulu par Pétain, justement, qui veut chercher des responsables, et notamment dans le Front populaire. Et Léon Blum, dans ce discours, va expliquer que finalement, la fin de la grève et les garanties obtenues par les grévistes, donc les fameuses victoires du Front populaire, finalement, c'est la bourgeoisie qui lui ont demandé de calmer la masse pour que tout ce beau monde rentre à la niche et puis reprenne le travail. Et Blum dit même dans le discours qu'il a 5 ans plus tard, lui-même, donc il va donner les 40 heures, mais c'est pas lui qui les... Enfin, ils obtiennent les 40 heures, mais en fait la bourgeoisie lui demande d'acter en fait les 40 heures pour que les grèves s'arrêtent, que les occupations d'usines cessent. Et que 5 ans plus tard, 2 ans plus tard, il va œuvrer pour qu'il y ait quand même les 45 heures qui reviennent avec les heures supplémentaires. Enfin, c'était pour savoir, toi, qu'est-ce que tu pensais justement de ce regard sur Léon Blum et peut-être, je sais pas, moi, à la lecture du discours, j'avais le sentiment d'une trahison supplémentaire d'une figure dont que je pensais être quand même plutôt une belle figure du socialisme du mouvement ouvrier. Alors, d'une part, il est en prison, donc il est en procès et il risque gros quand même, donc c'est un contexte, c'est quand même un contexte particulier, quoi. Il risque il est déporté d'ailleurs après. Donc même si le procès se finit pas, parce que finalement il se pose en accusateur et donc finalement c'est un peu un fiasco pour Vichy. Mais alors il y a les deux, c'est ce que je disais, c'est-à-dire dans le programme du Front populaire il y a quand même des avancées, il y a quand même la réduction du temps de travail et ça Blum voulait le faire, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais à aucun moment au moment des élections, il est dit que le chef du gouvernement serait Blum. C'est après les élections que... Donc c'est pas lui qui fait campagne sur son nom ou quoi que ce soit. C'est vraiment une campagne collective. Et par ailleurs, c'est vrai que cette grève inattendue
fait que les patrons se disent qu'ils vont perdre leurs usines, en fait. Parce que déjà, elles sont occupées, ils peuvent plus rentrer dedans, et ils pensent qu'ils vont perdre tout simplement leur propriété. Et donc, c'est là où ils disent, mais nous, on veut négocier, on veut que ça s'arrête à tout prix, et ils sont en panique, et ils sont prêts à lâcher des choses qu'ils n'auraient jamais lâchées avant. Et dans cette négociation, donc, où il y a la CGT et il y a le patronat, des militants de la CGT arrivent avec des fiches de paye. Ils disent, mais regardez les salaires que vous versez. Ils disent, ah oui, c'est vrai, ah, on n'aurait pas dû, ah là là, c'est horrible, ces salaires de misère, etc. Et donc, ils rehaussent les salaires, mais parce qu'à un moment, ils n'ont pas le choix. Mais ça aurait peut-être pu aller plus loin, en fait, si à ce moment-là, le mouvement ouvrier tenait les pattes, enfin, la bourgeoisie ça aurait jamais dû s'arrêter là, quoi. C'est bien le problème. Mais effectivement, il y a des gens à l'époque, et notamment l'aile gauche de la SFIO, donc le courant de Marceau Pivert, le courant pivertiste dans la SFIO, qui dit qu'il faut aller plus loin et que ces grèves avec occupation, ça peut être le point de départ de la révolution socialiste. Et Blum dit non, on a été élu dans un cadre précis, on respecte la légalité. Donc, on fait des accords qui sont des avancées sociales extrêmement importantes, mais en même temps, le patronat, ils ont bien joué leur coup, dans le sens où ils apportent donc des concessions extrêmement importantes pour l'époque, mais après, par exemple, sur les salaires, il y a une très grosse inflation, et une fois que les grèves sont finies, ils refusent d'augmenter les salaires pour suivre l'inflation. Ce qui fait que les hausses de salaire, elles sont mangées en 2 ans. Voilà. Et donc, comme ils ont gardé la propriété, ils peuvent effectivement remonter, une fois que le Front populaire est fini, en 37-38, ils peuvent remonter les heures de travail, etc. Après, s'ils ne vont pas obtenir satisfaction, c'est justement parce qu'à la Libération, on revient là-dessus, on revient où victoire du Front populaire. Donc voilà, mais ça pose aussi un problème dans les usines elles-mêmes. Il y a des moments où, quand ils obtiennent 20% d'augmentation de salaire, ils décident d'arrêter la grève par eux-mêmes. Ils obéissent pas à un mot d'ordre de reprise du travail. Il y a des endroits aussi où ils continuent la grève, même après. Il y a des grèves qui continuent jusqu'en juillet, etc. Donc ça, c'est une question qui est très compliquée de savoir, est-ce que cette grève-là aurait pu aller plus loin ? Est-ce que ça aurait pu déboucher sur une révolution ? Parce qu'effectivement, le patronat pensait qu'il était en train de tout perdre. Ils étaient complètement en panique, ça c'est vrai. Après, Blum, effectivement, présente les choses d'une façon... il était bien content de mettre en place les congés payés. Il était bien content que le patronat accepte ces congés payés généralisés. C'est pas à contraint et forcé qu'on est allé aux congés payés. Il était tout à fait pour, et ça s'est accompagné de mesures comme les billets de train à tarif réduit pour les travailleurs qui partaient en congés payés. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça existe toujours. Hein. Mais c'est tellement compliqué à demander qu'en fait personne ne le fait. Bon bref, c'est le problème des victoires qui sont toujours là, mais qui sont devenues inaccessibles d'une certaine façon. Bon, donc, Blum quand même, alors c'était pas un révolutionnaire Blum, hein, c'est vraiment un socialiste réformiste. C'est un socialiste qui participe pendant la Première Guerre mondiale au courant qui est favorable à la guerre, qui est favorable à l'Union sacrée. Il n'est pas lui-même ministre, mais il est directeur de cabinet d'un des ministres socialistes, Marcel Samba, donc il joue vraiment un rôle important à ce moment-là. Et il représente effectivement au moment de la scission le courant le plus modéré, qui est un courant complètement marginal en 1920. Vraiment l'aile droite de la SFIO. Après, c'est quand même quelqu'un qui a fait preuve d'un certain courage, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a réellement risqué sa vie. Voilà, c'était quelqu'un qui avait des convictions républicaines, démocratiques, de progrès social, mais c'était pas un révolutionnaire. Voilà, ça c'est certain. Voilà, mais bon, il incarne d'une certaine façon la continuité avec une partie de ce qu'a pu porter Jaurès, par exemple. Alors ça pose la question de est-ce que Jaurès était réformiste ou révolutionnaire, aucun des deux ou les deux à la fois, mais... Il était pacifiste, non ? Jaurès était pacifiste, mais après on ne sait pas du tout ce qu'il aurait fait en août 14 s'il n'avait pas été assassiné. Je dirais pour sa gloire, on ne saura jamais, voilà. Mais bon, donc on ne sait pas, mais... J'avais l'impression, j'avais pas l'impression, mais j'avais retenu qu'il avait été assassiné justement pour ses positions pacifistes. Oui, c'est ça. Celui qui l'assassine, c'est un nationaliste qui pense que Jaurès va entraver la mobilisation, entraver la guerre. Bon, je pense pas qu'il se serait... on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Peut-être qu'il aurait été pour l'abstention sur les crédits de guerre, ou pour voter contre, ou peut-être pour voter pour, comme l'ont fait les socialistes. On ne saura jamais, mais... Après, il y a des jaurésiens qui se sont effectivement ralliés à la guerre aussi. Donc, parmi les militants qui étaient proches de lui, donc c'est complexe.
Mais voilà. Après, Blum était effectivement le chef du gouvernement au moment du Front populaire, mais c'était pas un autocrate, c'est-à-dire que c'est pas lui qui dirigeait tout, quoi. Il a représenté à un moment une orientation qui était majoritaire dans les partis du Front populaire, malgré tout. C'est pas lui qui a empêché la révolution, pas d'une certaine façon. C'est possible de parler aussi un peu de 10 questions sur le communisme? C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème. Alors en fait, 10 questions sur le communisme, c'est un livre tout à fait différent dans le sens où c'était une commande de Libertalia. Ben, peut-être tu peux raconter du coup comment ça s'est passé. Non, enfin en fait c'est une lectrice qui est venue un jour ici à la librairie et qui a demandé un livre qui n'existait pas en fait. Qui voulait un livre qui est ce livre. Voilà. Donc le livre n'existait pas et donc d'où la commande. Il y a d'ailleurs, elle devrait peut-être toucher des droits d'auteur parce que certaines des questions sont les questions qu'elle a posées ce jour-là. Voilà. Donc quand Libertalia m'a proposé de faire ce livre-là, sur les 10 questions, il y en avait 4-5, je pense, qui étaient déjà fournies. Oui. Voilà, qui étaient déjà fournies dans le livre. Et donc j'en ai rajouté quelques-unes pour arriver à 10. C'était le... voilà, puisque c'est devenu une collection avec le temps, ces 10 questions. Et j'ai trouvé ça intéressant d'aller, des questions que moi j'aurais pas posées. Par exemple, faut-il avoir lu Karl Marx pour être communiste? C'est une question que moi je me serais pas posée comme ça, mais bon, ok, voilà, on y répond. Et c'est intéressant. Et donc c'était intéressant, mais c'était un exercice complètement différent de... Tu te souviens des 10 questions ou pas? Par cœur, non. Alors après, j'ai regardé les 10 questions qui avaient déjà été faites avant. Il y en avait eu 3 à l'époque. Le premier, c'était 10 questions sur l'anarchisme. Après, il y a eu 10 questions sur le féminisme et 10 questions sur l'antispécisme. Il y en a eu d'autres depuis. 10 questions sur l'antifascisme, 10 questions sur le syndicalisme, 10 questions sur... les féminismes noirs. Voilà, donc j'avais lu effectivement ceux d'avant et j'ai pompé une ou deux questions qui étaient dans ceux d'avant parce qu'elles me paraissaient bien. Donc voilà, donc il y avait d'où vient le communisme, l'URSS était-elle communiste? Donc ça c'est vraiment une question importante. Et j'y ai mis aussi la Chine, Cuba, le bloc de l'Est, etc. Tout ça. Bon, c'est une question qui est en bloc. C'est une question qui est importante et qui en fait était posée déjà à l'époque et qui est y compris un motif de scission en fait. Sur comment est-ce qu'on voit l'URSS, c'est un motif de scission déjà dans les années 20 et 30, et même plus tard, il y a eu des exclusions dans des organisations d'extrême gauche dans les années 70, parce que des militants disaient que l'URSS était un capitalisme d'État. Ah bon, exclu. Voilà, ce genre de choses. Il y a, est-ce que le communisme est compatible avec l'écologie, si je me souviens bien? Enfin, une question sur l'écologie et le communisme. Ce qui est intéressant, parce que là aussi, c'est des choses qu'on retrouve. C'est toujours intéressant de voir comment l'actualité et les questions qui nous préoccupent aujourd'hui font qu'on va les retrouver dans des vieux textes, des trucs qui étaient là, mais qu'en fait, on ne voyait pas. Par exemple, dans Le Capital de Marx, donc publié en 1867, il y a des éléments sur l'écologie. Alors, il n'emploie pas le mot d'écologie, mais il emploie le mot en disant l'agriculture capitaliste est en train de tuer toute source de richesse, le travailleur et la terre. En disant que l'agriculture capitaliste est en train d'épuiser la terre avec le... Bon, bref. Et c'est intéressant, c'est des choses qui étaient là et qui n'étaient pas du tout mises en avant pendant des décennies et qu'on peut retrouver. Et donc, en écrivant cet élément, j'ai retrouvé des textes de 1908 sur la destruction de la nature, le capitalisme est en train de tuer des espèces, de tuer la nature. Des choses qui passent un peu inaperçues à l'époque, en fait, parce que c'est pas vraiment des thèmes mobilisateurs. Donc, il y avait communisme et féminisme. Et communisme et propriété privée. Ah oui, voilà. Sur la propriété, Propriété d'usage, propriété spéculative. Propriété des terres paysannes aussi, qui est une question importante, qui fait beaucoup de débats à l'époque. Il y a des discussions là-dessus assez agitées sur à qui appartiendront les terres paysannes dans la société communiste. Eh ben, c'est pas si simple. Il y a des avis variés et ça pose des questions intéressantes sur des choses qu'on retrouve aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'on produit, comment on produit, qui produit. Donc voilà, c'était... Alors c'est synthétique, parce que le livre fait 100 pages, donc ça fait 10 pages par question en moyenne. Mais c'était intéressant de revenir sur ces questions-là d'une façon complètement différente de la façon dont j'écris mes livres d'habitude, puisque là, on est parti un peu de... Voilà, tu nous fais 10 questions en 100 pages. Et voilà, donc je savais
où j'allais arriver, en fait. Quand on sait, ça change complètement la façon dont on écrit. Donc là, actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur un mouvement de résistance donc pendant la Deuxième Guerre mondiale, créé par des socialistes du courant de Marceau-Pivert, donc des socialistes révolutionnaires, des socialistes de gauche internationalistes. Et je ne sais pas du tout où je vais, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout quelle sera la dimension du livre. Enfin, c'est ça de la recherche, quoi. On y va et puis on verra bien, quoi. Là, c'était vraiment le contraire et c'était intéressant de faire quelque chose de différent aussi. Moi, j'ai une petite remarque. Moi, ce que j'aime quand je lis tes livres d'histoire, c'est que aujourd'hui, quand on entend socialiste, révolutionnaire, internationaliste, ça nous fait rêver, quoi. Enfin, je veux dire, on peut même pas s'imaginer... un tel bonheur. Ouais, un tel bonheur. C'est-à-dire que maintenant, socialiste, réformiste, c'est un pléonasme. Ouais. C'est, voilà, bon... Et donc voilà, enfin, donc ça veut dire qu'il faut se replonger dans les livres d'histoire pour rêver un peu. C'est quand même l'histoire d'un long naufrage. Et je sais pas, aujourd'hui, pour toi, quelle tendance se rapprocherait le plus des socialistes révolutionnaires de l'époque? À mon avis, il n'y en a plus. Enfin, Rome n'est plus dans Rome, elle est partout où je suis, mais par contre, moi, je pense qu'il y a des choses, mais en dehors des partis. C'est-à-dire, il y a des choses qui se font, qui se construisent, mais qui vont être plus éphémères, qui vont être dans des luttes sociales, des choses comme ça, ou des collectifs. Mais on revient 3 ans plus tard, le collectif, il n'existe plus. C'est pas dramatique, parce que les gens qui étaient dans le collectif font autre chose ailleurs, et puis voilà. Mais c'est des choses qui ont peut-être plus de mal à se coordonner au niveau national. Du coup, ça va exister localement, mais ça va moins exister de façon visible. Donc voilà, moi je pense qu'il ne faut pas désespérer dans le sens où il y a quand même des choses qui existent, mais on a du mal à trouver des relais politiques pour cette inventivité qui peut exister. Alors juste sur un truc sur les socialistes réformistes. Pour moi, les socialistes sont même plus réformistes aujourd'hui, en fait. Parce que être réformiste, c'est vouloir changer la société par une succession de réformes. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les réformes, elles servent à administrer la société, éventuellement à l'améliorer, mais en fait à la gérer. C'est à changer en mal, enfin en pire. Voilà, c'est ça. Ils sont même plus réformistes, en fait. Mais parce qu'il y a aussi un côté où on perçoit, mais collectivement, la société capitaliste comme indépassable. Je ne sais plus qui a dit, il est plus facile d'envisager la fin du monde que la fin du capitalisme. Et bon, en même temps, c'est le capitalisme qui est en train de créer la fin du monde. Donc, ça tourne en rond, quoi. Mais bon, voilà. Donc, mais on peut aussi penser que le désastre environnemental qu'on vit déjà va obliger, en fait, à un changement du mode de production. Alors, c'est pas du tout comme ça que les socialistes voyaient les choses. Ils pensaient pas que ça allait être une catastrophe qui allait créer la nouvelle société, ou la nécessité de créer la nouvelle société, mais peut-être que sous d'autres formes, d'autres choses vont se produire, parce qu'on se rendra bien compte qu'il faut organiser les choses autrement, quoi. Donc, contraint et forcé, peut-être qu'on sera obligé de créer autre chose autrement. Bon, ça n'en prend pas le chemin à l'heure actuelle, mais après, des fois, on peut être surpris, hein, des fois... Donc, c'est en 1916, Lénine vit en exil en Suisse, et donc il parle à des jeunes Russes en exil, et il dit les vieux comme moi, on verra jamais la révolution en Russie, mais les jeunes comme vous, si vous vivez vieux, peut-être que vous verrez une révolution en Russie. Donc, on ne sait jamais, hein, on peut être surpris aussi, ça peut aller vite. Mais ça ne vient pas de nulle part, c'est-à-dire que ça vient toujours d'expériences antérieures, alors qui peuvent être des expériences d'action collective dans la grève, des assemblées générales, des collectifs ou des choses comme ça, mais ça vient jamais de nulle part, quoi. Il y a toujours des expériences antérieures qui sont réinvesties et qui servent à construire des choses plus importantes sur une échelle plus vaste. Dans un court moment révolutionnaire, tu abordes la question de la propriété privée également. Tu l'as abordé dans 10 questions sur le communisme, mais tu en parles ici. Moi, c'est un passage qui m'a frappé. Tu peux nous en dire un mot ou je ne me souviens pas de quel passage. En fait, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans ce livre-là, c'est que les révolutionnaires du début des années 20 n'achètent pas leurs locaux. Parce qu'ils sont persuadés que la révolution est pour demain et que le capitalisme disparaîtra. Ah oui, ça ne sert à rien d'acheter son local. De toute manière, tout sera collectivisé dans quelques mois, quelques années. Ah oui. Alors, c'est aussi, pour comprendre ces militants de l'époque, il faut comprendre leur optimisme.
Et c'est un optimisme assez général et assez courant dans les mouvements militants à l'époque. Quand on est militant de la CGT dans les années 1905-1910, on pense qu'on va voir la fin du salariat. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de patron et qu'on auto-organisera les entreprises et qu'on le verra de son vivant, quoi, qu'on va participer à ça, à cette construction. Et donc cet optimisme, il est assez partagé et effectivement, on envisage une société... alors, propriété privée, ça dépend de ce qu'on entend par propriété privée. Hein. C'est-à-dire que c'est propriété privée des moyens de production, c'est propriété privée des bâtiments, éventuellement de la terre, mais là aussi ça dépend des courants et des avis. Mais par contre, on sépare propriété privée de la propriété personnelle. C'est-à-dire que là où on habite, ça peut être, ça veut pas dire que on n'y habitera plus. Enfin, c'est-à-dire que ça peut être une propriété personnelle. On peut garder sa table et ses livres. Ça sera pas collectivisé, mais c'est une question qui fait débat d'ailleurs. C'est une question qui peut être discutée dans les sections socialistes. Jusqu'où ira la propriété commune, jusqu'où ira la propriété sociale, où est-ce qu'il faut que ça s'arrête, etc. Et bon, c'est des débats qui sont intéressants, qui paraissent extrêmement loin aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on perçoit même pas une société. Donc du coup, c'est pas débattu, et comme c'est pas débattu, du coup on n'y pense pas, et du coup comme on n'y pense pas, du coup on n'y croit pas. L'optimisme, moi j'ai l'impression de l'avoir... Enfin, moi, mes parents me l'ont transmis. Et je pense que dans les années 70, je suis née en fin des années 70, il y avait un retour de cet optimisme. Et moi, mes parents ne voulaient pas acheter, ils étaient instituteurs et assistantes sociales, ils avaient les moyens de prendre un crédit et de devenir propriétaires. Et non, en fait, il ne fallait pas devenir propriétaire, quoi. C'était déjà pactisé avec la bourgeoisie que de le faire. Et il y avait l'idée de manière que c'est pareil, on n'en aurait pas besoin parce que le sens de l'histoire était un sens du progrès, enfin il y avait quelque chose de cet ordre-là, quoi. Bon, aujourd'hui, effectivement, l'optimisme est quand même moins à l'œuvre. Il est retombé. C'est ça. C'est ça. Après, je pense qu'il y a aussi un problème dans l'imaginaire au niveau des fictions dont on est nourri, que ce soit les livres, les films, les séries, etc., où il y a quand même une somme de dystopies absolument monstrueuse. Il y a quasiment que ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on regarde qui les a écrits, souvent, c'est des gens qui sont progressistes, voire socialistes, ou voilà. Et en fait, c'est des avertissements. C'est pour dire, attention, ne faites pas cette erreur-là. Et en fait, ils croient à une société meilleure. C'est ça qui est tout à fait curieux. Par exemple, c'est ce que Orwell explique dans la postface de La ferme des animaux, aux éditions Libertalia. Et c'est aussi l'état d'esprit de 1984. C'est de dire, attention, ne prenons pas cette voie-là. Il y a cette autre voie qui est possible. Mais aujourd'hui, je trouve que ça n'apparaît pas tellement. Du coup, on baigne dans un truc de le futur, ça sera moins bien. Et évidemment, je pense que ça contamine nos imaginaires, en fait. À coup de ça sera forcément moins bien, des choses comme ça. Je me souviens quand j'étais syndicaliste étudiant, jadis, il y a très longtemps, on essayait de mobiliser les étudiants déjà pour lutter contre une réforme des retraites. Et souvent, on nous disait, merde, nous, le temps qu'on arrive à la retraite, ça n'existera plus. Et c'est vraiment le truc complètement démobilisateur comme ça, en se disant de toute manière, on va vers le moins bien. Du coup, ça incite pas ni à se mobiliser, ni à voir, ni à envisager une société de l'avenir et à avoir un horizon d'attente, en fait. C'est-à-dire, je trouve que c'est jamais discuté. C'est-à-dire que jamais vous verrez un anarchiste et un trotskiste discuter de comment ça sera la société future. Non, ils vont s'engueuler sur des trucs d'aujourd'hui ou machin, mais jamais sur comment on s'organiserait, comment les produits seraient distribués gratuitement, comment la répartition serait faite, ou des choses comme ça, ou je sais pas, ou comment sont fabriqués les médicaments, comment on distribue les médicaments dans la société communiste qu'on souhaite tous, ou des choses comme ça. Ça n'arrive jamais, alors que ça devrait être discuté. Si on est pour une société communiste ou anarchiste, ou en fait, en gros c'est la même chose, en théorie, on doit y croire, et donc ça doit être un peu concret, et c'est parce que c'est concret qu'on le discute, et aussi qu'on peut le rattacher à des choses qu'on vit, c'est-à-dire à des expériences d'auto-organisation, à des coopératives de production qui existent malgré tout, quoi. Il y a des tas de sociétés coopératives qui fonctionnent en France, mais c'est peu visible, enfin. Et surtout, c'est peu rattaché à une société de l'avenir. C'est-à-dire ceux qui y sont vont pas tellement avoir la démarche de dire la façon dont nous on s'organise,
ça pourrait être demain la façon dont toutes les entreprises seraient organisées. Donc voilà, je pense que ça contribue au pessimisme ambiant et l'espoir, c'est un cercle vertueux aussi. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a de l'espoir qu'on est mobilisé et qu'on va de l'avant. Et le désespoir, c'est un cercle vicieux et c'est parce qu'on a peur de l'avenir qui sera pire qu'on est démobilisé et qu'on ne va pas vers des luttes offensives. C'est-à-dire, on vit quasiment, en tout cas au niveau national, que des luttes défensives. Même si au niveau des entreprises, il y a des fois des luttes pour des augmentations de salaire qui réussissent, mais voilà, c'est... Des miettes. Merci beaucoup. Une dernière intervention? C'est moi une dernière, non, mais allez-y, il n'y a pas de... Une avant-dernière. Tu as dit que l'anarchisme et le communisme, c'était presque pareil. Au niveau de l'objectif, alors ça c'est un chapitre de 10 questions sur le communisme, sur quelles sont les différences entre anarchisme et communisme. Normalement, alors après tout dépend de ce qu'on entend par communisme. Évidemment, quand je parle de communisme au sens historique du terme, c'est-à-dire une société de production commune, égalitaire et démocratique. Hein. Je ne parle pas d'une société autocratique et dictatoriale qui n'avait rien de communiste, comme en URSS ou en Chine ou en Corée du Nord. Mais quand il y a des discussions, à l'époque où ils discutaient encore entre anarchistes et marxistes, etc., ils disent qu'ils sont d'accord sur la société de l'avenir. La divergence, c'est sur les moyens pour y arriver. Comment on lutte aujourd'hui et quels moyens on a pour passer de la société actuelle à la société de l'avenir. Mais sur la société de l'avenir, a priori, ils disent qu'ils sont d'accord. Mais bon, comme on ne parle plus de la société de l'avenir aujourd'hui, ça apparaît pas. Donc voilà. Et puis je pense que il y a de moins en moins de discussions réelles, en tout cas, alors il y a peut-être des discussions entre individus, entre personnes qui se connaissent, mais des vraies discussions entre organisations publiques, je trouve que ça existe quasiment plus, alors qu'il y a quand même des organisations, même si elles n'ont pas beaucoup d'adhérents, et chacun est dans son coin, et je pense que ça contribue aussi à ce sentiment de il n'y a pas de mouvement collectif en fait, il y a 136 organisations et qui chacune font leur truc de leur côté, mais en fait personne ne sait ce qu'ils font vu qu'ils sont très peu nombreux, ils font tous partie d'une internationale qui se proclame la vraie internationale, et personne ne sait quand cette internationale se réunit, personne ne sait ce qu'elle décide, ni ce qu'elle discute, donc voilà, chacun est dans son coin et personne... voilà. Une dernière. Mais fut un temps, il y avait quand même la société future qui pouvait coexister dans la société capitaliste. C'est-à-dire, je pense par exemple à des fédérations CGT qui avaient leur maternité, leur restaurant, enfin des cantines populaires, qui mettaient en place leur façon de fonctionner au sein de la société. Mais même ça s'est perdu. C'est-à-dire de vivre en parallèle, en fait, une société parallèle qui a ses propres codes, mais qui fonctionne quand même dans la société capitaliste, quoi. Et même ça s'est perdu. Ouais, mais parce qu'aussi ça correspondait à une nécessité. C'est comme quand la Première Internationale crée à Paris des restaurants coopératifs, donc la Marmite, etc. C'est parce que les travailleurs à Paris qui travaillaient loin de leur lieu d'habitation, où est-ce qu'ils pouvaient manger pas cher ? Ça n'existait pas. Donc il fallait créer un truc. Mais aujourd'hui, il y a les tickets restaurants, et pareil, il y avait des coopératives de consommation extrêmement puissantes à Paris, notamment la Bellevilloise, le bâtiment existe toujours, et il y a toujours une faucille et un marteau sur la façade. Et à l'époque, il y avait des tas d'annexes de la Bellevilloise, parce que c'était comme ça qu'on avait de la nourriture pas trop chère à Paris. Et en fait, quand les supermarchés sont arrivés, ils ont baissé les prix, les coopératives n'ont pas pu s'aligner, et les coopératives ont disparu... comme ça, donc à un moment ça correspondait à des nécessités de quelque chose. Pareil, les orphelinats ouvriers, ça correspondait à des nécessités on n'avait pas d'autres moyens de s'organiser. Et à partir du moment où ça correspond plus à une nécessité, ça s'effondre. Et effectivement, il n'y a plus de... ces trucs parallèles s'effondrent un peu. Si je peux me permettre, pour revenir un peu à ce que tu dis, tu t'es posé la question de savoir pourquoi ces trucs disparaissent, tout ça. Il ne faut pas faire l'économie de se rendre compte qu'aussi que la partie adverse, les défenseurs de la société capitaliste sont puissants, défendent leurs trucs et vont essayer d'étouffer toutes les tentatives qui vont pouvoir aller contre
ce truc-là. Je veux dire, il y a quand même... Tout à l'heure, tu disais, on ne fera pas l'économie de savoir ce qui s'est passé dans les mouvements socialistes, d'erreurs, d'errements ou de mauvais choix qui ont pu être faits à une époque ou à une autre. Et aussi en face, des adversaires qui sont puissants et de plus en plus puissants et qui lâchent rien. Donc c'est aussi ça qu'il faut ne pas oublier quand même. Oui, et puis pour contester quand même un peu le pessimisme final, là, si on peut dire ça, quand même tout ce qui se passe autour des pratiques, là, que ce soit les soulèvements de la terre, etc., c'est-à-dire d'autres possibilités désirables de vie, etc., qui ne soient pas juste en débranchement du système, mais qui essayent d'altérer le système aussi, ça existe, quoi. Enfin, alors, certes, c'est des luttes qui sont peut-être localisées, mais qui essayent de se transversaliser avec... non pas un internationalisme, non pas un altermondialisme, mais quelque chose autour plus du commun, quoi. Donc, l'intersectionnalité aussi. Voilà, comment ? L'intersectionnalité quand même aussi. Oui, oui, mais enfin, je veux dire, il y a tout ça, quoi, c'est des mouvements qui fédèrent aussi, quand même. qui crée... De la fin, Julien. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'il y a des éléments positifs. Il me semble que ça... C'est des organisations qui... C'est très bien pour ceux qui sont organisés dedans. Il y a quand même des sympathisants, mais pour le grand public, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose qui soit perçu. Quand le mouvement socialiste s'organisait avant 14, il s'adresse aux masses, malgré tout. Et ils sont entendus. Et donc, le fait qu'un jour, il y aura une société où il n'y aura plus de travail salarié, etc., c'est quelque chose qui était présent à l'esprit de millions de travailleurs. Alors, qui n'étaient pas forcément tous militants, etc., sinon les choses auraient été différentes, mais c'était quand même une idée bien perçue. C'était une pensée, quoi, qui existait, et Voilà. qui était répandue, quoi. Qui était exprimée largement dans les débats politiques de l'époque. Tu avais, en 14, 100 députés socialistes, et qui peuvent dire, nous, de toute manière, on est contre le fait que des entreprises appartiennent à un patron, des choses comme ça. Je pense que... Qui sait pourquoi militent les soulèvements de la terre dans la société non militante, tu vois, c'est le problème de cette fractionnisation des choses, même si, non, je suis d'accord, il y a quand même des choses positives qui se passent, il y a des choses qui avancent, mais ça manque de coordination et de visibilité, je pense, à l'heure actuelle. Mais je ne suis pas forcément ultra pessimiste, je pense qu'il y a quand même des possibilités, mais... Voilà, on peut avoir une librairie comme ça. Avant, c'était pas une librairie, tu vois. Donc, voilà, et voilà. D'ailleurs, ces derniers temps, on a connu une révolution néo-réactionnaire et c'est allé vite. On peut se dire que, voilà, peut-être que dans quelques années, ça ira vite dans l'autre sens. En tout cas, ça peut aller vite, et y compris dans la conscience des gens qui vont participer à un truc auquel ils n'auraient pas pensé participer 3 semaines avant. Enfin, c'est le cas des grévistes de mai-juin 36. Il y a des gens qui font grève dans des secteurs où il n'y avait jamais eu de grève. Jamais. Non seulement ils font la grève, mais ils s'auto-organisent, ils élisent un comité de grève, ils font des tours pour veiller la nuit, etc. On leur aurait dit un mois avant, ils auraient dit jamais de la vie. Et puis en fait, c'est en le faisant qu'on apprend à le faire en fait. Et donc ça peut venir assez vite, malgré tout. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci. Merci. Vous le savez, les livres sont en vente ici. Et on va ouvrir quelques bouteilles et boire un verre à la Révolution. Par derrière. Merci. Merci.